attention. Là, on est à un moment où parce que avoir quelques centimes de plus sur le litre de carburant, c'est une chose. Pas réussir à avoir un toit à l'achat ou à la location, c'en est une autre. Et là, beaucoup de gens disent qu'il y a une crise de logement qui couve. Les taux montent, le taux d'usure monte, c'est normal. Le crédit est plus cher. La production de crédit a reculé de 40% au premier trimestre 2023. On a eu 375 000 logements neufs ou réhabilités en 2022. Il en faudrait 500 000. Tout ça ralentit. La Fédération française du bâtiment redoute 100 000 emplois perdus d'ici à 2025. Personne n'en parle. Déni complet du gouvernement sur ce sujet sur lequel vous alertez depuis maintenant des semaines. Des mois. J'avais écrit une note qui s'appelait Logement bombe sociale à venir en février 2022 pour dire que c'est un sujet qui méritait d'être traité dans la campagne présidentielle. Premier avoir utilisé le terme bombe sociale, vous l'avoir expliqué ici. Mais j'ai l'impression qu'on y est là. Mais on y est. Alors après, on est sur un segment très particulier. En fait, la crise aujourd'hui est sur le segment de la construction neuve. Donc sur ces fameux 375 000 logements en plus produits chaque année. Et ce qui se passe, c'est que les trois types d'acheteurs du logement neuf, qui sont les primo-accédants, donc les gens qui viennent acheter pour la première fois, les investisseurs bailleurs, ce qu'on appelait autrefois le Pinel ou tous ces dispositifs fiscaux, et le logement social, ces trois types de personas, aujourd'hui, n'ont plus accès au crédit. Taux d'usure, les investisseurs bailleurs, il y a les mesures du Haut Conseil à la stabilité financière qui ont restreint fortement la capacité d'endettement de cette population-là, et les bailleurs sociaux, ils se financent sur le livret A, et le livret A, il rémunère très bien d'un côté, mais s'il rémunère très bien d'un côté, ça veut dire que les gens payent plus cher. Plus cher, bien sûr. Donc, aujourd'hui, les trois soutiens à la demande dans le logement neuf, ils sont plus là. Et donc, il se passe quoi ? Tout simplement, dans un marché normal, s'il y a moins de demandes, les prix devraient baisser. Sauf que dans le logement, les prix ne peuvent pas baisser. Vous avez acheté un foncier il y a 3 ans, vous l'avez payé plein pot, vous avez des coûts de matières premières qui ont explosé à cause de la crise énergétique et de la disruption des chaînes d'approvisionnement, donc vous ne pouvez pas avoir une baisse des prix. Dans la construction neuve. Dans la construction neuve. Et donc vous avez un problème qui fait que il n'y a plus de demande, on lance plus de chantier, il n'y a plus de chantier, vous avez des entreprises entières qui n'ont plus d'activité, et donc les 100 000 emplois dans le marché en moins. Mais ce qui est absolument dingue de l'autre côté, donc on va traiter ce sujet-là, c'est-à-dire que le gouvernement a compris que c'était grave, donc on va sortir le carnet de chèques, on va dire à la caisse des dépôts d'acheter des logements, on va augmenter un peu le taux d'usure, on va les 35%, donc le taux d'effort maximum, c'est-à-dire que le ratio entre le remboursement du principal, les intérêts et l'assurance emprunteur par rapport à vos revenus, on va le faire évoluer un petit peu pour permettre à plus de gens d'emprunter. Ok, on va résoudre ce problème à court terme. Peut-être dépasser les 25 ans sur la durée, bon. Ouais, on va résoudre ce problème à court terme. Le vrai, pas mal, 25 ans, mais... C'est que pendant ce temps-là, le marché de l'ancien, pas le neuf, le marché de l'ancien, lui, il a fait moins 1%. Ce marché de l'ancien... En transaction, en prix depuis 2 années. Il bouge pas. Il est super bon, il se tient bien. Tous les gens qui ont de l'épargne immobilière à recycler, ils revendent leur appart, ils recyclent, et ça marche très très bien. Ce marché-là ne bouge pas. Et c'est là où est le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a un marché où les prix sont totalement déconnectés de la création de richesse. En Ile-de-France, j'ai fait ce petit calcul, depuis 30 ans, les prix ont évolué 2 fois plus vite que la création de richesse par habitant. Je suis pas surpris. Est-ce que vous pensez que c'est tenable que le plus gros objet du patrimoine des ménages croise 2 fois plus vite que la création de richesse par habitant? C'est pas tenable. Et donc le sujet, c'est que soit on construit à un moment beaucoup plus de logements pour faire baisser les prix dans l'ancien, et là c'est un peu la mesure choc, mais la réalité c'est que les prix dans l'ancien devraient baisser, quand on a une crise comme ça, ils devraient baisser de 10, de 15, de 20%. Il y a des baisses, hein. Il y a des baisses. 1%, il y a des baisses faibles, mais il y a des baisses. 1%, à Paris, c'est pas une baisse, vous avez fait plus de 10 en l'espace de 3 ans. Le meilleur agent dit qu'on fait moins 5% sur un an à Paris. Vous avez fait plus 10 en 3 ans, c'est pas une baisse. Oui, je suis d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Moins 20%. Et aujourd'hui, pourquoi on fait pas ça? Parce que la demande, elle est monstrueuse et l'offre n'existe pas. Donc soit à un moment, on se dit, l'immobilier, c'est pas un produit compliqué à construire, je suis désolé, c'est pas compliqué. Vous faut du béton, des briques, du bois, vous faites ce que vous voulez, vous faites le mix que vous voulez, mais c'est pas compliqué à construire. Soit on le fait, soit on se dit c'est une ressource rare qui favorise la spéculation, et tant mieux pour ceux qui en ont, ils vont devenir de plus en plus riches, et tant pis pour ceux qui en ont pas. Et aujourd'hui, c'est un choix politique qu'il faut faire. Et le choix politique, il n'est pas fait. On va sortir encore une fois le carnet de chèques, faire des mesurettes, et on ne fait pas de vraie politique publique de logement. Le choix politique, ça veut dire qu'il faut forcer les municipalités à libérer du foncier. Oui, mais c'est ça, on joue sur un problème dogmatique. C'est-à-dire que d'un côté, on dit on veut plus d'artificialisation des sols, ce qui en partie se comprend, je ne nie pas le sujet, et en même temps, on ne veut pas non plus que les villes construisent en hauteur. Je crois que le PLU qui est sorti sur Paris il y a peu de temps l'a interdit de construire en hauteur. On marche sur la tête. C'est ce que dit Geoffroy de Bézieux. Est-ce qu'on peut loger les gens, sauver la biodiversité, non densifier les centres-villes, faire tout en même temps? On veut tout faire en même temps, et au final, on fait rien du tout. Et le problème du prix, c'est effectivement, comme il y a moins d'habitations, chaque habitation augmente de prix. Enfin, c'est l'offre et la demande. Les mètres carrés sont pas une ressource rare. C'est-à-dire que si vous avez une parcelle, vous pouvez en construire 1, 2, 3 étages en plus, ça fait que c'est pas une ressource rare le mètre carré. Le seul truc, c'est que collectivement, on a construit un système où les gens
se disent j'ai plutôt intérêt à préserver la valeur de mon bien ici et donc à me battre contre la construction de nouveaux logements à proximité de chez moi pour préserver et augmenter la valeur. Et on a inscrit ça, c'est un peu comme le SMIC, on a inscrit ça dans la tête, c'est un virus, c'est-à-dire qu'on a inscrit ça culturellement de dire que les prix de l'immobilier devaient faire 3, 4, 5% par an. Mais ça, c'est la décentralisation qui a misé. Mais on va arriver à un moment où certaines personnes n'auront plus de toit pour se loger. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que personne n'a jamais... Le marché locatif se fige là aujourd'hui. Les professionnels disent que les gens bougent plus. Ah bah oui, parce que ceux qui devaient acheter et rentrer dans le neuf pour devenir propriétaires, ils restent locataires de l'endroit où ils étaient. Donc évidemment, ça empêche les nouveaux d'arriver. Le seul truc, c'est que le logement n'est, en réalité, j'ai dit une bombe sociale, mais n'est pas vraiment une bombe sociale. Pourquoi ? Parce que quand vous ne construisez pas assez, il y a une variable d'ajustement. Les gens ne vont pas à la rue, ils s'entassent. Et donc en fait, au lieu de se mettre à 1 par appart, ils se mettent à 2 par appart, ils se mettent en colocation. Et vous arrivez au schéma de Londres, vous avez des couples qui ont 35 ans, qui vivent dans une chambre, en colocation, dans un appartement de 3 chambres. Et c'est ça qui va se passer, c'est que les gens vont s'entasser. Et aujourd'hui, et donc ça a des effets délétères d'un point de vue social. Hein. Un sujet dont personne ne parle aujourd'hui de manière un petit. Alors il y a eu une une du JDD là-dessus, je crois que quelques jours après, les Échos aussi ont fait une sur le sujet. Mathieu, si vous voulez dire un mot là-dessus. Oui, là, il y a quand même quelque chose d'assez important là-dessus aussi, c'est que effectivement, cette déconnexion des prix par rapport aux revenus fait que... À Paris, c'est la folie douce, le nombre de gens qui sont rentrés dans l'IFI malgré eux, parce que... Oui, vous regardez même au niveau national, si vous prenez les comptes nationaux, le niveau des patrimoines global en France par rapport aux revenus n'a jamais été aussi élevé. Il a été multiplié par 2 par rapport aux revenus depuis le début des années 90. Quoi. Donc, et c'est vrai que c'est aussi une conséquence de la politique monétaire qui a visé quand même à soutenir l'activité par les taux zéro. À partir du moment où on va sortir de cette politique monétaire, on y est dedans, en fait, et on n'a jamais eu une remontée des taux aussi rapide, d'un point de vue historique. C'est-à-dire qu'on est passé de 0 là, à 3 en très peu de temps. Si vous prenez les remontées de taux précédentes, on n'a jamais eu une remontée aussi rapide. Forcément, ça va avoir des effets, y compris sur le marché immobilier. Mais les gens n'ont pas forcément intégré que les prix pouvaient aussi s'ajuster. Je pense que pour le moment, ça bloque les transactions. Plus que les anticipations, qui est de dire, en fait, il y aura peut-être un ajustement sur les prix. Forcément, quand vous avez... L'histoire n'est pas terminée, c'est ce que vous nous dites. Bah oui, le marché des crédits était très favorable, et on a dit, de toute façon, l'immobilier va continuer à augmenter 3-4% par an. Les gens, quand on va leur dire, non, mais en fait, ça augmente plus, il faudrait peut-être baisser un peu, ils ont du mal à y croire, ou ils ont du mal à vendre leurs biens. Donc, c'est quand même ce paradoxe-là, c'est qu'aussi, on a un blocage aujourd'hui je pense qu'il y a quand même une sous-offre qui pousse... Mais la sous-offre, elle existait déjà. C'est vrai qu'elle existe. Oui, mais là, en plus, il y a des marchés qui peuvent être différents entre Paris, l'Île-de-France, certaines agglos et le reste de la France. Tous les marchés ne sont pas tendus. Mais par contre, les prix ne baissent pas à la mesure des ajustements qu'on a sur le pouvoir d'achat et la remontée du coût du crédit, parce que c'est quand même pas rien ce qui est en train de se passer, plus un niveau de dette des ménages qui est quand même bien plus élevé que ce qu'on avait par le passé, ce qui veut dire que les capacités à la fois d'emprunt vont fortement diminuer, avec un pouvoir d'achat en baisse, il serait assez logique qu'il y ait un ajustement sur les prix, mais c'est vrai que ça dépend aussi des anticipations, et dire est-ce que j'accepte une perte ou une moins-value, ou en tout cas gagner moins par rapport à ce que j'avais. Il y a des petits mouvements sur les prix. Je regardais le baromètre de meilleurs agents Les Échos ce matin. Il y a 2 villes en France où il y a vraiment encore des hausses importantes qui sont Marseille et Nice. On est à plus de 5% en un an. Et il y a un petit effet de télétravail qui pourra jouer aussi. En un an. En fait, il faut juste qu'on manipule un tout petit peu les chiffres. Ça, c'est les villes. La ville, je ne connais pas le chiffre de la valeur du patrimoine marseillais, mais vous parlez de plusieurs centaines de milliers de milliards, plus 5%. C'est une création de richesse qui est absolument gigantesque. C'est pas un... C'est Marseille. Oui, Marseille et Nice. Il y a les villes où ça baisse sur un an. Oui. Paris, moins 5. En plus, Paris a pris 20%, je crois. Mais oui, voilà, oui. À Paris, on est encore à 1082 euros en moyenne. Il n'y a pas longtemps, certains vous disaient, ça baissera jamais à Paris. Oui. Je pense qu'il y a quand même des effets nouveaux qui sont aussi l'organisation du travail. Avec le télétravail, je pense que c'est quelque chose qui est assez progressif, mais les gens ont tendance plutôt à aller dans des zones qui sont peut-être moins... ils recherchent peut-être moins les grands centres-villes comme Paris. Enfin, l'exode urbain n'a pas été... regardez les villes à moins de 2 heures de Paris, elles ont plutôt un peu bénéficié des choses. Il n'y a pas assez de construction dans ces villes. Mais je pense que Robin a raison. Les prochains chèques qui vont sortir, ça va être là. Et en même temps, dans la revue des dépenses publiques, moi ce que j'ai entendu, c'est que le gouvernement ciblait en particulier les aides au logement. Bien sûr. C'est vrai que le coût du logement en France par rapport à nos amis européens est quand même très très fort par rapport à l'Allemagne. C'est dans la charge qui pèse mensuellement sur les ménages, c'est un des poids les plus importants. Bon, j'ai un auditeur qui me dit, c'est le dernier sujet que j'aimerais évoquer, on a 3 minutes 50. On se moque souvent des Italiens, écrit Arnaud, mais finalement ils gèrent mieux leurs finances publiques et savent faire passer des réformes difficiles. Non, sur la